Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez correctement. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir pour le retour enfin de Good Luck Have Fun. Et sans plus tarder, on accueille ce soir Anna Rivière qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre pour discuter de son parcours pro et perso dans le jeu vidéo. Je tiens à la remercier très chaleureusement, ça fait extrêmement plaisir de te voir. Hello Anna, comment vas-tu? Ça va, pas trop stressé par Oui, ce superbe départ? écoute, ça va très bien, toujours un petit peu stressée, mais c'est normal. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir. Je suis ravie de pouvoir parler de mon parcours et aussi pouvoir parler jeux vidéo donc avec vous. Bon, en tout cas, c'est vraiment très sympathique de passer du coup cette soirée avec nous. Pour vous expliquer un petit peu, pour les personnes qui seraient ici et qui ne connaîtraient pas le concept, Good Luck Have Fun, c'est une émission qui vous fait découvrir les coulisses du jeu vidéo, qui vous fait rencontrer les personnes qui construisent en fait le gaming vraiment dans son ensemble au quotidien. Anna en fait partie, Anna est UX Researcher chez Ubisoft, elle est également doctorante RCIF sur un sujet passionnant qu'elle nous le partagera, et donc c'est bien entendu avec évidence que j'ai décidé de l'inviter ce soir. Anna, est-ce que tu pourrais en quelques mots peut-être t'introduire afin que toutes les personnes présentes puissent un peu apprendre à te connaître? Oui, bien sûr. Alors du coup, je suis doctorante CIFRE, donc je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication, et je fais aujourd'hui une thèse sur les jeux vidéo, et plus précisément sur les pratiques de jeux, notamment le streaming et l'e-sport, et la manière dont ça influence le game design des jeux et la production des jeux dans les entreprises. Et je suis aussi donc chargée de recherche sur l'expérience utilisateur au sein d'Ubisoft. Donc voilà. Bah, c'est un super parcours déjà, bravo. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'envient, c'est absolument incroyable. En tout cas, C'est donc gentil. évidemment, c'est un parcours, c'est comme un chemin. J'en parlais souvent lors de mes précédentes émissions et ça continuera. On traverse tous en fait nos études, on a tous des questions sur ce qu'on a envie de faire, de devenir. C'est normal. Et d'ailleurs, c'est complètement humain. On fait parfois même des erreurs. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton parcours pour nous rassurer, nous, tous qui t'écoutons, et pour aussi un peu mieux comprendre, mieux savoir ce que tu as pu faire pour justement aujourd'hui être doctorant de cifres, travailler sur des sujets aussi passionnants, mais également travailler en tant que UX Researcher chez Ubisoft? Oui, bien sûr. Alors peut-être déjà, je vais présenter ce qui est vraiment la cifre. Ce sera un petit peu plus Oui, clair. bien Donc la sûr, t'as cifre, raison. en fait, c'est une sorte de partenariat entre un laboratoire de recherche, une entreprise et donc un doctorant qui est à la fois donc doctorant, mais aussi salarié donc de l'entreprise. Donc voilà ce que c'est qu'une cifre. Et donc Merci. moi, pour faire de rien, pour faire court, du coup, j'ai un parcours qui est assez atypique, qui est pas commun, je pense, pour une personne qui travaille dans le jeu vidéo. Donc j'ai fait une thèse préparatoire littéraire avec une spécialisation en cinématographie. Donc j'ai toujours été cinéphile et j'ai toujours voulu travailler dans le domaine du cinéma. Au sortir de cette classe préparatoire, j'ai hésité à aller donc dans une école de cinéma et puis finalement, j'ai postulé pour une licence qui était assez sélective en sciences de l'information et de la communication, avec la possibilité d'étudier donc l'audiovisuel et plus précisément la production audiovisuelle et les stratégies qui pouvaient être développées autour de l'audiovisuel pour communiquer, par exemple, faire de la publicité, etc. Donc j'ai fait une licence, puis un master 1 et un master 2 donc en audiovisuel, avec une spécialisation en études des médias et notamment en études du jeu vidéo. Et du coup, ça m'a donné envie de travailler là-dedans. J'ai aussi eu l'occasion de travailler dans la production audiovisuelle et c'est finalement à la fin de mon master 2, quand j'ai travaillé, non, à la fin de mon master 1, quand j'ai travaillé au sein d'EDF pour la gestion d'un petit jeu, donc une sorte de serious game, que je me suis dit, tiens, j'ai envie d'analyser les publics en fait, qui se trouvent derrière ces contenus audiovisuels. J'avais déjà eu la chance, en fait, je le faisais déjà un petit peu de mon côté, c'est que je trouvais ça super intéressant de me dire comment est-ce qu'à travers une vidéo, on peut faire rire une personne, on peut la faire pleurer, en fait, on peut la faire découvrir une sorte de panel d'émotions. Et je me suis dit, mais ça doit être incroyable de faire ça avec le jeu vidéo parce que je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et du coup, Hmm. ça m'a donné envie de travailler là-dedans. Donc, je me suis lancée dans ce projet aussi parce que j'avais eu la chance d'avoir un directeur de thèse qui s'est proposé pour être du coup mon directeur de thèse. Et je me suis dit, tiens, ça va être un peu plus simple. Donc, j'ai essayé de trouver le bon compromis entre mon désir de faire de la recherche, mais aussi du coup mon désir de travailler pour une entreprise. Et la CIF me paraissait être le bon compromis. Bah, c'est Donc, il m'a fallu du temps.
Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est quand même une excellente nouvelle que tu aies réussi à allier ces deux mondes qui te plaisent tant. Alors, je vais rétro-pédaler un tout petit peu pour discuter avec Oui. toi peut-être de donc tes études justement. Lorsque tu nous as dit du coup être intéressé plutôt par le monde du cinéma. On sait que souvent c'est des Ouais. questions qui reviennent en fait, hein, ce rapprochement entre le cinéma et le jeu vidéo. On a d'un côté du coup un art qu'on pourrait qualifier de non interactif. De l'autre, on a des médias qui sont eux interactifs. Qu'est-ce qui t'a fait passer du cinéma au jeu vidéo? Qu'est-ce qui toi t'a convaincu en fait de te lancer dans ce domaine de recherche sur le jeu vidéo spécifiquement? Je dirais que c'est vraiment le côté justement public. Je me dis que dans le cinéma, quand on va voir un film, quand on fait l'effort d'aller au cinéma pour voir un film, on recherche une expérience. On cherche une expérience qui en plus est quand même collective, parce qu'on va dans une salle de cinéma avec des personnes. Donc il y a toute une sorte de sacralisation du moment. Et je me suis dit, mais avec le jeu vidéo, c'est aussi une sorte de moment ensemble, mais qui du coup est différent. Donc je suis allée chercher ça parce que je me suis dit, les publics, aussi parce qu'il y a un lien très fort entre le cinéma et le jeu vidéo, déjà que ce soit par l'univers qui est développé, par la narration, Bien et je me sûr. suis dit que le public qui devait se trouver derrière le jeu vidéo, il devait être encore plus passionnant que celui qui se trouvait derrière le cinéma. Alors bien évidemment, je suis passionnée par les deux, donc je ne dis pas que le public du cinéma n'est pas aussi passionnant que celui du jeu vidéo, pas du tout, mais je me dis qu'il y avait probablement quelque chose à faire et qu'en plus, il ne devait pas y avoir énormément de personnes qui faisaient des thèses dans les entreprises de jeux. Hmm. Ça ne devait pas être simple, c'est un univers qui est assez fermé. Donc, je me suis lancé un peu ce défi-là d'aller prôner les sciences de l'information et de la communication dans le jeu vidéo en me disant ça va leur être utile, je vais leur prouver qu'on peut apprendre plein de choses sur les gens et qu'on peut en fait casser un petit peu cette barrière de l'entreprise qui nous sépare en tant que développeurs de nos publics qui sont nos consommateurs. Donc moi, je voulais leur permettre de connaître ces personnes-là. C'est vraiment extrêmement intéressant pour le coup. Et puis alors je parle évidemment sous ton expertise parce que moi c'est un sujet que je maîtrise quasiment pas en fait, mais dans le jeu vidéo, le spectateur est aussi acteur de son histoire, hein, puisqu'il interagit directement avec l'univers qui est construit par le développeur, par les développeurs en l'occurrence. Là où au cinéma on est plutôt spectateur en fait, ce qui est aussi intéressant. Et ensuite, tu nous en parleras probablement lors de la seconde partie de cette émission, ce qui est aussi vachement intéressant avec le jeu vidéo, c'est que au-delà de la personne qui joue, il y a aussi les personnes qui regardent ces personnes jouer. Et donc potentiellement, ça crée aussi énormément d'interactions qui sont tout particulièrement intéressantes à étudier. Mais ça, on en discutera ensemble un peu plus tard, évidemment. J'ai une petite question sur ton stage. Pour le coup, tu nous parlais d'un stage qui pour toi avait été un peu le tournant chez EDF, notamment lorsque tu avais fait ce Serious Game. Est-ce que tu voudrais un petit peu discuter avec nous de l'importance que justement que l'on doit accorder dans les expériences professionnelles au sein du jeu vidéo? Qu'est-ce que toi tu en penses? Et est-ce que du coup, tu as des éléments, des conseils à nous donner quand on s'intéresse justement au monde du jeu vidéo et qu'on aimerait y travailler? Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi? Quels sont les quelques good practices qu'on peut avoir en tant qu'étudiant afin de bénéficier un maximum justement de nos études? Alors, c'est une excellente question. Je ne suis pas certaine d'avoir la bonne réponse parce que j'ai Bien sûr. particulièrement galéré à entrer dans une entreprise de jeux vidéo. Ceci dit, quand j'étais étudiante, je pense que ma plus grande qualité, c'était la curiosité. J'étais curieuse de découvrir plusieurs domaines et très vite, en fait, j'ai essayé de cibler vraiment ce qui me passionnait le plus. En l'occurrence, je savais que j'avais un attrait particulier pour la connaissance des publics, que j'avais envie de savoir qui se cachait derrière ces personnes-là, qui étaient les auditeurs, qui étaient les spectateurs et qu'est-ce qu'ils recherchaient, quelles émotions ils traversaient quand ils regardaient un contenu, Bien sûr. qu'est-ce qu'ils aimaient faire, est-ce qu'ils aimaient diffuser ce contenu ensuite. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé pour EDF, parce qu'en fait, c'est une expérience qui me paraissait être un bon compromis entre la compréhension du public et en même temps la découverte du jeu vidéo. Donc durant cette expérience-là, j'ai pu gérer la communauté de ce petit jeu qui s'appelait West Blasters, et je suis même intervenue du coup dans des écoles, donc dans des écoles primaires et dans des collèges, pour parler de ce jeu, puisque nous avions en fait une version plateau. Donc c'était vraiment très intéressant de voir en fait le passage de la version numérique à la version plateau et de voir aussi quelles étaient les réactions de nos joueurs qui en plus étaient très jeunes en l'occurrence. Et on avait derrière ce jeu-là une intention qui était celle du coup de faire passer un message écologique. Donc je trouvais que qui avait, comment dire, de belles valeurs, déjà, dans un C'est premier temps. Et important. je me suis Mm. dit, tiens, je peux faire quelque chose de bien. Je pense que je peux aussi aider à améliorer ce jeu, puisque le problème avec un jeu sérieux, c'est que souvent, on a des mécaniques de jeu qui ne coïncident pas vraiment avec le message, puisque le message étant éducatif, il est un peu trop visible et ça donne pas forcément envie au public d'y jouer.
Donc moi, mon objectif, c'était d'améliorer ce jeu-là. Donc je suis allée très loin dans la création de contenu. J'ai fait des bandes dessinées, j'ai créé des événements, j'ai organisé des jeux concours. C'était vraiment génial, j'ai adoré. Et puis finalement, le jeu malheureusement n'a pas été gardé très longtemps. Donc EDF a mis un terme à ce jeu pour des questions tout simplement de budget et aussi de projet qui n'étaient pas en lien avec leur projet futur. Voilà. Et c'est pour ça que je vous encourage vivement en fait à explorer beaucoup de domaines lorsque vous êtes étudiant parce que c'est une chance et ça vous permettra de découvrir aussi ce vers quoi vous voulez aller. Ouais, complètement. Non, mais vraiment, bah, tu fais bien de le préciser et je pense que ce que tu viens de dire, c'est extrêmement intéressant. En fait, le stage, hein, pendant une étude, pendant nos études, tout simplement, pendant une année universitaire, c'est extrêmement important parce que ça permet justement de découvrir différents milieux professionnels. Le jeu vidéo en est un, il y en a beaucoup d'autres qui pourraient vous plaire. Et donc, moi, mais ça fait maintenant bah, un petit moment dans cette émission que je le répète et du coup, ça me rassure de voir que tu confortes un peu tout le monde dans cette idée-là. Le stage, c'est super, super important. L'expérience pro, ne la sous-estimez pas. Même si vous partez pour faire des études bah, tout simplement très académiques, comme ça peut être mon cas, le stage vous permettra toujours d'avoir soit des éléments, des terrains de recherche potentiellement, ou alors une affinité particulière avec tel ou tel monde de l'entreprise. Donc du coup, Anna, pour revenir sur ce que tu viens de nous dire qui était absolument passionnant, donc tu fais ce fameux stage chez EDF, tu t'intéresses du coup au Serious Game, et ensuite tu te diriges vers du coup un Master 2, si je ne dis pas de bêtises, et tu te rapproches des médias interactifs. Est-ce que tu pourrais rapidement expliquer aux Mhm. personnes qui sont présentes ce soir de quoi il s'agit, comment est-ce qu'on peut faire le parallèle entre médias interactifs et jeux vidéo? Alors, oui. C'est vrai que l'intitulé de ma formation était particulièrement original. Donc, l'idée de médias interactifs, en fait, c'est de s'intéresser à toutes les expériences, donc qui visent à susciter une sorte d'interaction, donc entre un objet, par exemple un jeu, par exemple un univers narratif, et un public. Et on parle de médias parce qu'en fait, cet objet-là dépasse sa fonction donc d'objet de divertissement et fait passer un message, sensibilise à quelque chose, ou tout simplement devient un espace d'échange, un espace de rencontre. Donc on parle vraiment de médias interactifs parce que c'est tout simplement, ça va au-delà. D'ailleurs, je me permets en même temps de donner ma définition du jeu vidéo parce que j'estime que c'est un peu en lien avec ce qu'on se dit, c'est que aujourd'hui, on parle du jeu vidéo souvent comme un objet de divertissement, mais je pense qu'en fait, il tend même à s'extirper de cette catégorisation d'objet de divertissement pour aujourd'hui devenir bien plus. Donc, il est à la fois un outil de promotion, il est aussi du coup un objet culturel, un objet cultuel, puisque ça engendre énormément de communautés, énormément de fans. Ça devient également un outil publicitaire. Ça devient aussi un instrument de création et de co-création, donc de création pour les développeurs, mais aussi de co-création entre les développeurs et les publics qui consomment les jeux vidéo. Et du coup, ça devient une sorte d'objet hybride. Pour moi, c'est aussi notamment un média, mais c'est aussi du coup un espace d'échange, un espace de rencontre, et c'est tout simplement un espace en fait. Donc Et voilà. non mais J'ai c'est répondu à ta question. ah oui, oui, complètement, complètement. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est parce que en fait le jeu est à la fois un média, comme tu l'indiques, mais également cet objet hybride qui devient espace, que on peut justement aujourd'hui l'étudier en tant que tel chez Ubisoft notamment. C'est ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais rapidement un peu nous expliquer comment tu as réussi à mêler justement ton expérience de chercheuse, de doctorante cifre avec ton travail chez Ubisoft et nous expliquer voilà un petit peu ce que tu fais aujourd'hui à la fois dans ton doctorat, dans tes travaux de recherche, et en quoi justement tu étudies l'objet, le jeu vidéo comme l'objet que tu viens de nous présenter, c'était particulièrement intéressant. Et par ailleurs, Alors, alors, juste avant, je t'interromps, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Les prochaines questions, j'essaierai justement de les poser à Anna si vous en avez. Je vois qu'elle suscite déjà beaucoup de réflexions parce que du coup, Anna nous apporte des éléments extrêmement intéressants. Donc n'hésitez vraiment pas et j'essaierai de vous. Alors je ferai au mieux, mais j'essaierai en tout cas de lire vos questions pour Anna. oui, du coup, pour revenir à ta question, comment est-ce que je mêle à la fois donc mon sujet de thèse, mes compétences avec mon travail à Ubisoft, si c'est bien ça. Alors déjà, dans un premier temps, je pense que quand on fait une cifre, il faut avoir en tête qu'on a toujours une double casquette et cette double posture, elle n'est pas simple. Parce que ce sont deux univers qui sont très différents. On a à la fois l'univers académique et on a en même temps l'univers professionnel qui exige de nous que nous soyons tout à fait opérationnels très vite. Alors que dans l'univers académique, on a beaucoup plus de temps pour faire de la recherche. Il y a un souci aussi en termes de... Il y a des codes à respecter, il y a une posture à avoir. Et du coup, pour moi, d'emblée, cet univers-là, il n'a pas été simple.
cette rencontre des 2 univers. Il a fallu du coup Bien que je sûr. m'adapte et il a aussi fallu que je puisse, développer des compétences, qui soient à la fois intéressantes pour mon entreprise, mais du coup aussi intéressantes pour ma recherche. Donc ce Mmh. que je fais, c'est que j'ai trouvé déjà en collaboration avec Ubisoft, mais également en collaboration du coup avec mes 2 laboratoires de recherche, donc à la fois le CERLIS, qui est le centre de recherche sur les liens sociaux à Paris, mais aussi donc le Liège Game Lab, qui est vraiment un super laboratoire de recherche sur le jeu vidéo en tant Big qu'objet up aux culturel. personnes qui sont D'ailleurs, présentes ce soir. c'est ça, je leur fais un coucou parce que c'est vraiment mais le meilleur laboratoire au monde. Ils sont absolument géniaux, ils font des sujets de recherche incroyables, mais je vous en parlerai après. Et du coup, il a fallu donc co-construire ce sujet tous ensemble. Donc l'idée, ça a été de partir sur les nouveaux modes de consommation du jeu vidéo, donc notamment le streaming et l'e-sport, parce qu'ils permettent en fait de mettre en avant la diversité des publics qui se trouvent derrière, mais aussi de montrer l'évolution du jeu vidéo. Puisque aujourd'hui, un jeu vidéo est systématiquement diffusé en ligne. Donc, à partir du moment où le jeu, mais également l'expérience de jeu qui en découle, est médiatisée, il y a des questions qui se posent quant au game design, quant au gameplay qu'on choisit et également donc à l'expérience qu'on propose. Il faut avoir aussi à l'esprit qu'il y a des personnes qui ne jouent pas et qui consomment le jeu uniquement sous une forme audiovisuelle. Donc moi, mon objectif quand je travaille à Ubisoft, en fait, c'est tout simplement de répondre en fait à toutes ces questions. J'essaie d'aider les équipes à comprendre qui sont les publics derrière les jeux, quels jeux sont plus adaptés au streaming, quels jeux ne le sont pas, et j'essaie aussi d'identifier quelles sont les tendances à venir. C'est c'est Voilà, pour faire c'est simple. Mais tu fais c'est très simple ce que tu expliques et du coup ça me permet de pouvoir rebondir dessus. Si j'ai bien compris, en fait, la façon dont on consomme le jeu, donc il y a des milliards de façons de consommer le jeu, donc il y a des milliards de publics différents, et en fait ces différentes façons vont ensuite pouvoir façonner l'expérience du jeu. Et toi tu fais le parallèle entre ces publics qui vont consommer le jeu de différentes façons, le streamer, le regarder, y jouer, regarder des compétitions e-sport, etc. Et la façon dont on développe des jeux pour justement dès le développement d'un jeu, dès le début en fait, même dès le début, le prototypage et la pré-prod, pour justement prendre en compte ces différents publics-là et ne pas simplement faire un jeu avec en tête ceux qui vont y jouer. Mais en fait, il y a aussi les personnes qui vont le regarder, qui vont le streamer, etc. Et c'est extrêmement Tout à intéressant. fait. Et j'ajouterais même en fait que ça va au-delà parce que du coup, je vais aussi analyser la façon dont les publics vont recevoir le jeu et ce qu'ils vont en faire, comment ils vont se l'approprier. Toi, par exemple, Romain, tu joues à des jeux et en même temps, tu te filmes lorsque tu joues à ces jeux. Tu es typiquement en fait le genre de profil qui m'intéresse parce que du coup, moi, je veux comprendre pourquoi déjà tu streames tel ou tel jeu. Quelle expérience tu as lorsque tu te filmes, lorsque tu es en train de jouer et quelle interaction tu as avec tes publics. Donc, il y a un niveau en fait de lecture qui est encore plus intéressant et qu'on va pouvoir approfondir et qu'on n'a pas forcément du coup quand on travaille dans une entreprise de jeu parce Bien que sûr, nos joueurs, on sait très bien qu'ils jouent, mais on ne sait pas comment. Donc, j'aimerais pouvoir aller chez chacun d'eux, mais ce n'est pas possible. Donc, du coup, j'analyse ça aussi ferait ceux beaucoup qui de se filment travail. et qui se mettent en avant parce que c'est toujours intéressant. Alors, on a une question de Kaito dans le chat, justement, qui s'adresse à toi et qui te pose la question suivante. Est-ce que tu as suivi l'affaire Epic Games lorsqu'Epic Games a pris une amende, justement, pour avoir mis trop en avant son shop, donc sa boutique, auprès des mineurs? Et donc, justement, est-ce que tu as suivi ça, cette façon de mettre en avant une boutique auprès de personnes très très jeunes? Et quelles seraient, selon toi, les limites de l'UX aujourd'hui, notamment sur ces questions-là? Alors, j'en ai entendu parler, c'est vrai que j'ai pas suivi directement l'affaire, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler. Moi, j'ai des valeurs qui sont très fortes aujourd'hui et que j'essaie d'avoir donc à la fois dans mon projet de thèse, mais à la fois du coup dans mon travail. J'estime que déjà lorsqu'on s'adresse à des mineurs, en fait, il y a une façon de faire, il y Bien a des sûr. messages à faire passer et si possible, la monétisation ne doit pas être en fait le message premier. Quand une personne vient jouer à un jeu, elle vient chercher une expérience, elle vient découvrir quelque chose. Donc si on commence à monétiser d'emblée, en fait, c'est déjà dommage, je trouve. Mais en plus, lorsque ça s'adresse à des jeunes, en fait, on sait très bien que la limite est fine entre se faire plaisir, entre personnaliser son expérience de jeu et donc dépenser beaucoup d'argent.
Donc, à mon sens, aujourd'hui, il y aurait un véritable effort à faire. Il y a des entreprises qui le font très bien, il y a des jeux qui le font très bien, Bien sûr, entre proposer un contenu, puisque c'est la promesse qu'on fait quand même à nos consommateurs, c'est leur proposer une expérience de jeu, complètement. tenir cette promesse, leur permettre de s'approprier le jeu, mais ne pas aller chercher d'emblée le gain financier, puisque quand même, on parle de jeux vidéo, on parle de communauté, on a des fans, on a des gens qui sont là, qui sont présents, qui aiment le produit. Donc je trouve que c'est aussi une question de respect. Après, forcément, malheureusement, il y a de tout. Je pense que si l'affaire a été autant médiatisée, c'est justement parce qu'elle a suscité des questions, qu'elle a aussi suscité des déceptions. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui de faire attention à ça. En tout cas, moi, j'ai à cœur de travailler sur ces points-là. Et c'est aussi pour ça que, à l'origine, donc j'étais dans une équipe qui était dédiée aux impacts positifs du jeu vidéo parce que l'objectif de tout ça, c'était de prôner en fait le côté positif des jeux, tout en ayant conscience bien évidemment des dimensions négatives, mais essayer de mettre en avant tout ce qu'il peut nous apporter. Complètement. Merci beaucoup du coup pour ces précisions, c'est extrêmement clair. Alors justement, je rebondis après cette question, peut-être pour aller justement creuser un petit peu dans les sujets maintenant que toi tu étudies en tant que chercheuse, plus spécifiquement. Donc là, tu nous as parlé justement de la relation entre ton sujet d'étude principal et justement ton travail de UX chez Ubisoft. Est-ce que tu pourrais revenir assez rapidement sur ton doctorat, le sujet, de façon à la fois générale et nous l'expliquer un petit peu, qu'on puisse tous mieux comprendre ce que tu fais? Oui. Donc les termes scientifiques de mon sujet sont la spectacularisation du jeu vidéo et la manière dont aujourd'hui ça impacte les logiques de production et d'édition des jeux. Donc qu'est-ce que j'entends par spectacularisation? Eh bien, il s'agit tout simplement de la médiatisation du jeu vidéo par le biais du streaming, par le biais de l'e-sport et la façon dont cette expérience de jeu, qui elle aussi est médiatisée, va du coup transformer le game design des jeux et les logiques de création des entreprises. Donc l'objectif, c'est de comprendre vraiment comment est-ce que Ubisoft, par exemple, en tant qu'entreprise, se représente ces phénomènes et comment est-ce qu'elle essaie en fait d'intégrer ces phénomènes-là dans la logique de production de ces jeux. Bien évidemment, ça ne s'applique pas qu'à Ubisoft. J'analyse aussi beaucoup donc les produits qui sont faits par les autres entreprises. C'est aussi l'avantage d'étudier le streaming, c'est qu'on a un scope qui est extrêmement large. Et donc mon objectif derrière tout ça, en fait, c'est de mieux comprendre aujourd'hui l'évolution de la conception des jeux. Ok, Voilà. Est-ce que c'est clair? Ah ouais, ouais, non, mais c'est vraiment super clair. On a l'impression que tu fais ça depuis 10 ans. C'est c'est vachement intéressant. Keito d'ailleurs rebondit dans le chat et je trouve sa remarque extrêmement intéressante. Il parle notamment des jeux où on ne peut pas placer sa caméra en stream. Tu sais, par exemple, ma caméra quand je stream, Ouais. ne pas penser justement à ce genre d'interaction entre bah, un streamer et un jeu, ça peut être l'un des points sur lesquels toi tu travaillerais. Oui, tout à fait. C'est un très bon exemple en fait. Il y a exactement ça. Il y a aussi, par exemple, si je prends l'e-sport, le fait d'adapter en fait certaines règles aux compétitions. Donc, Oui, c'est tous ces petits éléments, ces petits détails qui font que ça va être intéressant. Le terme spectacularisation n'est pas choisi au hasard, parce qu'on a aussi des éléments du jeu qui vont être plus spectaculaires pour justement être plus intéressants à l'image. Donc l'idée, c'est aussi de s'adresser, lorsqu'on crée un jeu qui va être streamé, à un public double. On a celui qui joue, mais on a du coup celui qui ne joue pas et qui regarde. Et il faut faire en sorte que la personne qui ne joue pas mais qui regarde, du coup, se sente impliquée. Donc pour ça, on a la personne qui se filme, donc on a le streamer, mais on a aussi le bien jeu sûr. vidéo. Il faut qu'il soit propice à ça. C'est vraiment extrêmement intéressant ce que tu dis. Je me répète, mais pour le coup, je le pense vraiment. Petite question pour le coup, j'aimerais revenir sur la notion de spectacularisation que tu mets en avant justement dans le sujet de ta thèse. Qu'est-ce que tu entends exactement par spectacularisation? La mise en spectacle du jeu vidéo à travers la façon dont on le consomme, ou par exemple plutôt également les compétitions d'e-sport et la façon dont on peut créer en fait un spectacle et une dynamique en fait autour du jeu vidéo? Alors, c'est une très bonne question. Donc, dans la spectacularisation de jeux vidéo, j'estime qu'il y a quatre strates. Donc, c'est une notion qui est encore en cours de définition. Bien Donc, sûr. j'essaie de travailler au maximum là-dessus. Mais déjà, on a un premier niveau qui concerne le jeu vidéo lui-même. Donc, avec les éléments diégétiques qui le composent, donc vraiment son histoire, ses personnages, sa narration, mais aussi du coup les éléments extra-diégétiques, donc son interface, le graphisme, la jouabilité. Donc déjà, on a ces éléments-là qui sont travaillés, donc de sorte à être diffusés. Ou pas, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui réussissent très bien à créer ces éléments sans pour autant penser au streaming. Ensuite, on a le streamer, donc le public, le joueur.
lui aussi, il est important parce que son interaction avec le jeu va être l'objet d'une spectacularisation. L'expérience qu'il va avoir, elle va être primordiale pour justement donner aux personnes envie d'y jouer ou pas. Donc, je vais m'intéresser à sa posture, à la façon dont il parle, son discours, à la manière dont il joue, mais également du coup au décor qui se trouve derrière lui, aux termes qu'il utilise, au jeu auquel il joue, à sa stratégie en fait de manière générale. Parce que du coup, ça reste aussi bien évidemment un joueur streamer, donc un public hyper intéressant pour nous. Troisièmement, ça va être les interactions donc avec le public. Donc, Mhm. par exemple, comment est-ce que ce public-là va intervenir dans le jeu? Donc là, on a le troisième niveau de la spectacularisation. Donc, par le biais de Twitch, c'est d'autant plus intéressant qu'on a un système de chat, on a un système d'emoji, on a une possibilité de personnaliser l'expérience avec le streamer et en plus, on peut interagir avec lui directement en live, donc ce qui enrichit l'expérience de jeu et en plus permet de l'influencer. Et le quatrième point, mais qui en fait est le deuxième, excusez-moi, c'est le dispositif qui est mis en place pour mettre en avant le jeu. Donc, par exemple, dans une scène, sur une scène e-sport, ça va être justement le dispositif scénique, la façon dont on met en avant les joueurs, la façon dont on éclaire la scène, comment est-ce qu'on présente le jeu. Et si c'est dans le cas du streaming, ça va être du coup le dispositif de jeu. Donc, est-ce qu'on utilise plutôt une console? Est-ce qu'on va jouer plutôt sur un PC? En fait, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent faire partie de la spectacularisation. Pour le coup, en tant que chercheuse, moi, je m'attache vraiment à regarder tous les petits détails parce que j'estime qu'il peut y avoir un sens qui finalement est important et qui n'est pas forcément visible au début. Et du coup, c'est hyper intéressant d'analyser ça parce que c'est ce qui va nous donner des clés sur la façon dont nos jeux vidéo sont vraiment consommés et sur ce que recherche notre public. C'est, je vais reprendre ce que dit Kaito dans le chat, on sent la passion, et pour le coup, je suis 100% d'accord, on sent que tu es à la fois passionnée et extrêmement compétente sur ce sujet. J'aurais une petite question en fait, parce que donc tu prends par exemple le streamer. Le streamer aujourd'hui, il est adressé dans les boîtes de jeux vidéo, par exemple, par les équipes support, marketing, communication, qui vont s'intéresser justement aux mécaniques d'influence. Est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui ces mécaniques d'influence, elles s'arrêtent aux métiers de support, donc c'est-à-dire les métiers qui vont être en contact avec les clients du jeu, et qu'elle va pas justement jusqu'au développement de ce même jeu. Si on comprend l'importance de l'influence pour vendre un jeu, pourquoi ne pas l'inclure dès le départ dans le game design? Est-ce que tu as justement conscience de ces frictions qui font qu'aujourd'hui, eh bien, il y a encore trop peu de studios, et arrête-moi si je me trompe, qui prennent en compte ce que tu nous dis, qui prennent en compte les différentes pratiques de jeu pour développer justement des expériences gaming? C'est très vrai. C'est très vrai. Je sais que ça se fait de plus en plus, mais plutôt par les entreprises qui vont créer des petits jeux indés. Tout simplement pour deux raisons. Déjà, la première, c'est parce qu'une grande industrie a tendance en fait, à avoir un regard qui est assez limité finalement sur ses publics. Donc, on va faire venir des publics, oui, mais de manière ponctuelle et pour tester certains éléments du jeu. Ok, Finalement, notre connaissance des publics, elle est souvent réduite en fait à quelques réseaux sociaux. C'est difficile en fait d'aller à la rencontre des publics, mine de rien. Parce qu'avec la casquette de développeur, nécessairement, on va avoir un certain type de public qui va se manifester. On ne pourra pas avoir tout c'est le vrai, monde. Et c'est deuxièmement, très vrai. ce qui pose problème aussi, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un jeu qui est diffusé, on a plusieurs niveaux. On a une personne qui peut être payée pour en parler, et donc on a un discours qui est construit avec une entreprise, et donc qui va mettre en avant certains éléments. Bien sûr. Et à côté, on a des streamers qui, eux, en revanche, ne sont pas payés et qui vont parler d'un jeu, soit sous un aspect critique, soit de façon totalement authentique. On sait également, donc par le biais des études qui sont menées, que les gens qui regardent les streamers, en fait, ont quand même une quête de l'authenticité. Vont regarder quelqu'un parce que justement, ils apprécient en fait cette personne, ou bien les valeurs qu'elle prône, ou bien le contenu qu'elle propose. Donc, je dirais que c'est en fait assez délicat pour une entreprise de prendre en considération tout de suite ce phénomène parce que déjà, il faut qu'elle puisse le comprendre. Et pour le comprendre, il faut justement faire appel à des chercheurs parce qu'il faut aller mener en fait des enquêtes qui sont assez fines directement auprès des publics. Mais en plus, il faut sortir du carcan de l'entreprise pour aller voir ces communautés-là. Donc, aller voir qui commente ces contenus, qui sont les viewers et quels sont leurs profils, qu'est-ce qu'ils recherchent en regardant ces contenus, quels sont les jeux auxquels ils jouent et qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. C'est Parce que mine de rien, extrêmement derrière un intéressant. écran, on ne sait pas ce que les gens pensent.
Non mais c'est extrêmement intéressant aussi qu'en fait parce que du coup encore une fois tu montres qu'il y a différentes façons de streamer le jeu en fait et qu'aujourd'hui ce serait très réducteur de dire que tous les streamers agissent de la même façon. On va avoir également, j'avais lu une super enquête sur Twitch qui expliquait que je crois 99% aujourd'hui des gens qui streament sur Twitch n'ont quasiment n'ont pas de viewers ou ont un ou deux viewers grand maximum, ce qui explique qu'en fait il y a aussi peut-être une pratique derrière autour du jeu vidéo qui est une pratique sociale mais sans pour autant qu'on soit connecté avec les autres. Par exemple, on partage un contenu sans pour autant être regardé. Pourquoi en fait? Quel est le sentiment d'accomplissement qu'on peut ressentir? Parce qu'il y a des gens qui continuent pendant plusieurs mois. Et quel est justement l'objectif, selon toi, derrière tout ça? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que je te poserai la question, Romain, parce que Tu dis que j'ai personne qui me regarde? non, pas du tout. Je Alors, rigole, je pas du rigole, je tout, mais rigole. parce que je me dis que la personne la mieux placée pour répondre à cette question, c'est la personne qui justement le fait, en fait, qui se filme en jouant. À mon avis, et tu me diras ce que toi tu en penses, il y a un prolongement de l'expérience de jeu. Non seulement on joue, mais en plus on partage cette expérience. Et en plus de partager cette expérience, on crée quelque chose à partir de cette expérience. On Ok. crée une expérience qui est collective. Donc on va interagir avec des gens, on va raconter une histoire, on va faire part de nos émotions, nos impressions. C'est génial parce qu'en fait, le jeu, qui à l'origine du coup est une expérience solitaire, devient une expérience qui est collective. Donc, à mon avis, il y a cette recherche-là avec bah, tout simplement l'autre, hein, avec les personnes qui te regardent, mais il y a aussi ce désir du coup de s'approprier le jeu et de partager son expérience. C'est très cool de jouer à un jeu, et moi, je trouve que c'est encore plus cool en fait d'en parler. Bah, après, je sais parce que je fais de la recherche là-dessus, hein, Non, non, mais mais moi, je trouve c'est. ça incroyable de partager nos expériences de jeu. C'est trop bien en fait de savoir ce que pense quelqu'un du jeu, quelle expérience la personne a eue, parce qu'on se rend compte de la diversité des expériences et de nos singularités justement. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Romain? Non, non, c'est vraiment extrêmement intéressant ce que tu dis, et pour le coup, je pense que je suis d'accord avec toi. En fait, comme tu le dis, en fait, aujourd'hui, alors corrige-moi si jamais je me trompe dans les termes que j'emploie, parce que du coup, j'ai pas les mêmes connaissances que toi, en fait, mais quand on parle de médias, j'imagine aussi qu'en fait, cette médiation que fait le jeu entre deux personnes, deux êtres humains, en fait, qui peut être aussi un facteur de reconnaissance sociale ou d'appartenance à une certaine classe, à un certain groupe, et je pense que ça peut être extrêmement intéressant aussi d'avoir des mécaniques de réflexion, par exemple, en termes voilà, d'appartenance à certains groupes sociaux à travers le jeu vidéo en fait aujourd'hui. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi à travers la volonté de se mettre en avant en train de streamer, etc., un peu comme si on essayait de montrer, un peu comme quelqu'un qui achète un iPhone par exemple, qui veut montrer à tout le monde qu'il a une appartenance très spécifique à un groupe, à une classe. Est-ce que c'est pas la même chose quand on stream? Est-ce qu'on fait pas du jeu en fait un objet, comme tu le disais, plutôt cultuel, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Cultuel, parce que c'est un objet de culte, effectivement. Il y a deux points qui sont super intéressants dans ce que tu dis. Il y a l'idée de communauté. Effectivement, les communautés derrière le jeu sont extrêmement riches. Je trouve même qu'on ne les met pas suffisamment en avant. Elles créent des choses qui sont absolument incroyables. Il y a quand même des gens qui sont capables aujourd'hui de finir Zelda en 23 minutes, le premier. Moi, je trouve ça Ça c'est fou extraordinaire. Est-ce ça. que vous imaginez le temps qu'il faut pour faire ça? C'est Je- impressionnant. Et ces gens-là vont se filmer, vont expliquer ce qu'ils ont fait et ils vont partager ça à quelqu'un. La passion qu'il faut, elle est extraordinaire. Donc il y a ça, mais il y a aussi du coup les gens qui font du cosplay. Du cosplay à partir d'un jeu. Moi, je trouve ça aussi incroyable. Parce que du coup, ça veut dire que ces gens-là ont pris le temps d'analyser un personnage, de créer un costume à partir de ce personnage. Et en plus, ils se sont dit, moi, j'ai envie de me mettre dans la peau de ce personnage, mais dans la vraie vie. Donc, ils vont brouiller les pistes entre la fiction et le réel. Je trouve ça absolument impressionnant. Et dernier point qui est absolument incroyable aussi, donc on a les fanfictions, mais on a aussi les gens qui vont plus loin en faisant des tatouages, en fait, des jeux. Parce qu'ils se reconnaissent dans les valeurs de ce jeu. Ils se reconnaissent tout simplement dans le message qui est prôné et ils se sentent appartenir à un monde, à un univers, à une famille. Donc c'est extrêmement fort. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sentiment et ces communautés, elles méritent d'être mieux connues, elles méritent aussi d'être mieux comprises parce qu'il y a des différences notables entre elles et ça fait toujours rêver, je pense, le monde du jeu vidéo. Donc quand on a quelqu'un qui nous dit moi, je suis fan de votre jeu et j'ai envie de vous connaître. Je trouve que déjà, ça fait plaisir, mais je trouve que là, ce serait en fait une marque de respect envers eux de leur dire, bah écoutez, moi aussi j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de vous comprendre et j'ai envie de vous proposer un produit qui soit encore plus intéressant pour vous, qui puisse finalement mieux répondre à vos attentes et à vos besoins. c'est, Donc, à c'est- mon sens, les publics doivent faire partie en fait de la création des jeux, c'est hyper important.
Non mais complètement, et je rebondis quand tu parles de speedrun, en fait c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui la pratique elle est encore trop peu connue je trouve, et qu'on se rend pas compte aussi de tout le temps qu'il faut pour réussir à faire des runs. J'avais vu je crois une vidéo sur Elden Ring qui était mais tout simplement extraordinaire, surtout pour des gens comme moi qui ont beaucoup de mal à avancer dans des jeux beaucoup plus simples qu'Elden Ring. Et puis en fait aussi aujourd'hui toutes les règles, toute la codification qui encadre aussi ces pratiques-là. J'avais également écouté une intervention lors d'un colloque Les Petites Choses du jeu vidéo qui était organisé à Lyon, un intervenant, je crois, de ton laboratoire, le Liège Game Lab, qui parlait justement des speedruns, et j'avais trouvé ça absolument intéressant, absolument fantastique. C'est un sujet qu'il faudra aborder dans un prochain épisode. Petite question de Kaito dans le Oui. chat qui demande, en fait, et du coup je recentre un peu le sujet là, qui demande est-ce que ça coûte cher à un éditeur de faire de la recherche ou pas? Est-ce que tu peux nous en parler déjà? Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Bien sûr. Alors, ça ne coûte pas cher à un éditeur de faire de la recherche quand on passe par une cifre, parce qu'en fait, la cifre est financée donc en partie par la NRT, qui est l'Association nationale de la recherche technologique, et qui du coup verse une enveloppe à l'entreprise. Ensuite, il faut savoir que sur le salaire qui est versé aux doctorants, donc l'enveloppe est déjà généreuse, mais en plus, on a quand même tout le reste du salaire qui est éligible au crédit impôt recherche à hauteur de 10%. Donc en fait, on coûte vraiment pas cher du tout, voire quasiment rien pour une grosse entreprise. Donc, j'encourage vraiment toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui à, si vous êtes intéressés, bien évidemment, à faire de la recherche, mais en plus à le faire en chiffres, donc c'est pas simple. Mais n'hésitez pas à venir me voir, je pourrais vous faire part de mon expérience. Mais sachez que pour obtenir du coup mon dossier chiffres, je suis passée par pas moins de 20 entretiens. J'ai eu au moins 30 refus, donc entre refus officiels et refus non officiels. Tout le monde, quasiment, m'a dit c'est impossible, tu ne pourras pas y arriver. Et il y a seulement mes parents qui ont cru en moi. Et honnêtement, si je m'étais arrêtée au premier nom aujourd'hui, j'aurais eu des regrets, puisque je me suis dit, cette entreprise, on a 25 000 personnes dedans. Si je dois parler aux 25 000 personnes, je le ferai, mais j'arriverai à convaincre au moins quelqu'un d'écouter mon sujet, d'écouter ce que j'ai à dire, parce que je pense que c'est important de faire de la recherche dans une boîte de jeu, et encore plus en sciences de l'information et de la communication, parce que c'est pas commun. Donc, je vous encourage, même quand on vous dit que vous n'êtes pas capable de faire une chose, eh ben, n'écoutez pas en fait. Faites, suivez vos rêves, tout est possible. C'est jamais simple, attention, c'est jamais simple, mais c'est possible. Bah non, mais complètement en fait, et pour le coup, c'est très beau ce que tu dis, et je pense que c'est aussi un peu le message de cette émission, c'est qu'en fait, le jeu vidéo, quand on le regarde d'un point de vue extérieur, souvent on a l'impression que c'est très loin, parce qu'on y joue en fait toute la journée, pour la plupart, en tout cas, j'imagine présent ce soir sur mon stream, on y joue, on y passe beaucoup de temps, mais en fait, on se dit que c'est quasiment inaccessible comme industrie. Or, alors, il y a des notions, il y a beaucoup d'améliorations, hein, c'est une industrie qui est encore trop masculine, qui est très blanche, qui peut paraître aussi extrêmement éloigné, et il y a d'autres points d'amélioration que je n'aborderai pas ce soir sur ce live, mais qui sont bien là. Néanmoins, aujourd'hui, en fait, ça reste une industrie qui tend à s'améliorer, qui tend à s'ouvrir de plus en plus. Et donc justement, il ne faut pas hésiter à essayer, à sauter, à se battre, parce que c'est justement comme ça qu'on fait en sorte de pouvoir justement créer demain un environnement de travail sain pour tout le monde, ce qui n'a pas tout le temps été le cas, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans le jeu vidéo. Et c'est aussi comme ça qu'en fait on permet de devenir des rôles modèles, des exemples pour les futures générations. Et c'est aussi ce que tu fais du coup, Anna, toi, à Oui. travers ton combat, et je trouve ça vraiment très beau. Donc vraiment félicitations à toi d'avoir réussi ton parcours, et d'avoir réussi tout simplement à rejoindre, ton travail actuel chez Ubisoft. C'est quand même plutôt incroyable, surtout que aujourd'hui tu peux faire à la fois de la recherche et justement ce métier de UX Researcher, donc c'est particulièrement intéressant. Kaito nous précisait un peu sa question, nous expliquant qu'il parlait pas tant du salaire, mais bien plutôt Ah, du coût de la recherche en elle-même. Pour ça, en fait, ça dépend ah, beaucoup des entreprises, et ça dépend aussi oui. beaucoup des missions. Pour avoir fait aussi un peu de recherche, et pour être toujours, du coup, puisque je suis Consumer Insight Manager enfin, Consumer Insight Researcher, pardon, pas encore manager, peut-être bientôt chez Gameloft, pour le coup. euh, la recherche en fonction des équipes, en fonction évidemment du scope de la recherche, si c'est une recherche qualitative, enfin quali, quanti, il y a plein de critères en fait qui rentrent en compte, et aujourd'hui ce serait compliqué de chiffrer. Après peut-être que toi tu as des idées, Anna, mais j'imagine qu'en fait quand on chiffre c'est plutôt sur un investissement sur un an et pas simplement sur un projet. Oui, ça dépend beaucoup de l'entreprise, ça dépend beaucoup du projet sur lequel on travaille et tout simplement en fait du budget qui est alloué. Je pense qu'aujourd'hui, la recherche tend de plus en plus à se faire une place. C'est positif. Maintenant, le combat, il est encore présent. C'est pas simple. C'est pas en fait ce qui vient en premier.
Donc, à mon avis, il faudrait, bah, justement, je vous encourage en fait à faire de la recherche, à venir dans une boîte de jeu. Comme ça, vous pourrez me partager vos expériences et vous pourrez me dire si, il y a du budget ou pas. Parce que moi, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y en a énormément. Mais j'ose espérer qu'en faisant de la recherche, justement, en étant ce que nous sommes, en partageant nos expériences, en fait, on puisse contribuer à montrer à quel point c'est important et donc à donner envie à ces industries-là d'allouer plus de budget à la recherche. Complètement. Et puis je pense aussi que dans un monde qui pousse à avoir des résultats toujours plus rapides, avec quasiment plus aucun investissement moyen ou long terme, hein, on veut des investissements court terme, c'est-à-dire qui se remboursent sous 3 mois. En fait, la recherche va un peu à contre-courant parce que la recherche, c'est quelque chose qu'il faut percevoir sur le long terme. Allouer un budget pour une étude, par exemple, c'est pas garantir que cette étude va être utile au bout de quelques mois seulement. Ça peut être une utilité sur du très long terme. Ça peut être accompagner une équipe de développement pendant plusieurs mois et les conseiller sur certains points. Et en fait, ça va être un retour sur investissement dilué. Et quand on parle avec des termes plutôt techniques, hein, par exemple quand on cherche le return on investment, le ROI d'un sujet de recherche, c'est extrêmement difficile à définir. Là où par exemple quand on va faire une vidéo marketing, on peut directement, grâce justement aux cookies et aux liens traçables, savoir à peu près combien de clients ont été touchés par la pub, combien ont cliqué, combien du coup ont été après par la suite achetés et ont fini le parcours acheteur. Donc évidemment, toutes ces questions-là, aujourd'hui, je pense qu'elles vont plutôt à l'encontre de la recherche, alors même que, comme on le voit avec Anna, c'est un sujet qui est tout particulièrement, qui est extrêmement intéressant. Euh, je me permets du coup de revenir sur le domaine de la spectacularisation. Il nous reste encore 10-15 minutes ensemble. Est-ce que tu pourrais donc du coup aussi peut-être prendre un exemple d'un jeu qui selon toi expliciterait bien justement ce rapport aux différents spectateurs? Je pensais à Rocket League de mon côté, mais je me trompe peut-être. En fait, est-ce que tu aurais des idées toi de jeux qui aujourd'hui ont pris en compte, ou du moins essaient de prendre en compte de plus en plus ces mécaniques en fait, ces mécaniques et ces différents spectateurs? Oui. Alors, je vais donner des exemples en étant neutre. Donc, vraiment avec un regard de chercheuse, sans partager pour autant mon avis sur est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que ça fonctionne pas bien. Je vous laisserai en juger aussi. Mais on a plusieurs exemples. Donc, tu parlais de Rocket League. Rocket League qui est un bon exemple parce que c'est un jeu qui n'est pas simple en fait à maîtriser et pourtant c'est un jeu qui est très spectacularisable, tout simplement parce qu'il est divertissant, c'est intéressant de le regarder et les règles sont simples. Donc, quand on le diffuse lors d'une compétition e-sport, on sait déjà que notre public va vite le comprendre, il va avoir envie de le regarder et en plus, c'est comme une sorte de foot en fait. Donc, il va dire, OK, moi, je veux être pour cette équipe, donc je veux que cette équipe, elle marque. On a des temps de partie qui sont extrêmement courts et on a beaucoup d'intensité. Donc, forcément, ça marche. Après, il faut une sacrée performance de jeu pour maîtriser parce que c'est vraiment un jeu qui n'est pas simple. Un autre exemple, du coup, c'est Trackmania. Donc, Trackmania, c'est aussi un jeu qui est pas facile à maîtriser et qui pourtant a beaucoup intéressé les publics. Donc là, ça vient aussi de Zerator parce qu'il a su en fait mettre en avant le jeu. Il a su aussi générer des modifications dans le jeu pour que ce soit encore plus adapté donc au streaming, plus adapté à une compétition. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que là aussi, on a derrière des communautés, on a des gens qui se sont dit ok, moi j'aime bien regarder telle ou telle personne jouer, donc finalement je vais consommer Trackmania. Donc c'est aussi un exemple. Et un autre exemple, donc qui là n'a rien à voir, par exemple Fortnite. Donc lorsque Fortnite a proposé ses concerts en live, il a quand même fait quelque chose d'assez fort parce qu'il a réussi à proposer en fait un spectacle dans un contenu qui était déjà spectacularisé. Hmm. Donc, en proposant ces concerts, en fait, il a attiré des personnes qui ne jouaient pas forcément au jeu, mais qui du coup avaient envie de voir quelqu'un chanter, qui en plus étaient fans pour autant de ces artistes-là. Et il a proposé même dans son game design donc des pas de danse spéciaux, des skins, etc. Donc finalement, ça contribue à personnaliser l'expérience et elle coïncide avec le spectacle qui est proposé. Donc ce sont vraiment des formes de jeu qui sont adaptés à ces pratiques et qui, pour le coup, proposent en fait une expérience qui est originale, qui change un peu et qui sort du commun. Bah enfin pour le coup c'est absolument parfait. Tu réponds aux questions avant même que je les pose puisque du coup tu as été rebondir sur différents exemples et du coup merci beaucoup pour tout ça, c'est vraiment parfait. Alors petite question du coup je reviens sur ce que Johan nous dit dans le chat. Il nous pose la question, donc là on repasse sur le sujet qu'on abordait un peu plus tôt sur le coût de la recherche de façon globale en France. Il aimerait savoir si selon Mhm. toi en France on a un rapport justement à la perte, au risque qui est beaucoup plus fort
justement que dans les autres pays. Est-ce que selon toi, cette peur d'investir justement, c'est quelque chose qui est très franco-français ou au contraire qui en fait est généralisé à beaucoup de pays occidentaux? Tu peux botter en touche si c'est une question qui te semble que tu maîtrises pas, il y a aucun souci bien entendu, hein. Alors oui, honnêtement, je ne pourrais pas répondre à cette question en ayant la certitude de ce que je dis. Il faudrait faire des études pour en être sûr. À mon avis, oui. Aujourd'hui, dans les entreprises françaises, il y a peut-être cette peur du risque, il y a un désir d'innovation, mais en même temps, on se dit, je vais rester sur une recette qui fonctionne bien, parce que justement, ça marche, et donc ça assure en fait tout simplement des retours financiers conséquent, correct. Et en même temps, quand on a un désir d'innovation, je pense qu'il faut avoir aussi à l'esprit que la question du streaming, c'est une question qui est très particulière parce que les entreprises et les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo restent quand même beaucoup sur le jeu. On a tendance à avoir un petit peu peur aussi de ce que les gens font de nos jeux. C'est pas facile en fait de se dire, ok, je crée un produit, mais je laisse les personnes en fait s'approprier ce produit et en faire ce qu'elles veulent. Donc quand quelqu'un va jouer un jeu, qui va créer un contenu sur ce jeu, qui va reprendre des éléments du jeu, qui va modifier le jeu, etc., mine de rien, ça fait peur. Donc je dirais qu'au-delà de la peur de l'innovation, en tout cas, il y a clairement cette peur-là de laisser pour un auteur, pour plusieurs auteurs, en fait, de laisser sa création au public. Et à mon sens, pourtant, c'est extrêmement important puisque c'est vraiment le public qui va apporter en fait cette petite magie dans la création, qui est qu'après on va avoir un contenu qui sera potentiellement exceptionnel en fait, tout simplement. Du coup, parfait, parce que tu arrives justement, le mot de fin est quasi parfait. Avant justement de terminer cette interview, est-ce que tu aimerais développer un petit peu cet aspect, est-ce que tu penses justement que c'est ce qui fait, ce qui aujourd'hui, pardon, je bégaye, que aujourd'hui, ce qui empêche peut-être de considérer les différents publics du jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo, c'est un objet qui appartient à quelqu'un, et que donc du coup, ça pose des problèmes derrière sur les réappropriations par les joueurs, ou par d'autres types de spectateurs. Je pensais notamment, c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, l'e-sport. On parle souvent et on prend souvent comme point de comparaison avec l'e-sport le sport, sauf qu'aujourd'hui l'e-sport se joue sur un espace qui appartient à quelqu'un. Donc l'espace, évidemment, c'est la propriété d'une entreprise ou d'un éditeur de jeu, là où le sport théoriquement peut se jouer partout. Évidemment, les terrains de foot appartiennent aux municipalités, donc après il y a la question de bien commun qui vient et qui rentre en compte, mais c'est politique, donc on l'abordera pas ici. Mais je dirais plutôt que, en fait, le sport, on peut faire un foot avec des potes, on peut faire un foot, voilà, peu importe le terrain, peu importe l'endroit, on peut toujours trouver des façons, c'est des règles qui sont simples à mettre en place. Si je veux jouer à League of Legends, bon courage pour réussir à créer tout seul mon propre jeu. Donc qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est aussi la raison pour laquelle on adresse si peu les publics lorsqu'on développe un jeu? Parce qu'en fait on développe un jeu avec en tête que c'est un jeu qui appartient à un développeur slash à un éditeur ou pas? Une question qui aujourd'hui fait beaucoup débat. En fait, la question du droit d'auteur sur les jeux vidéo, elle est encore très floue, mine de rien. Mais lorsqu'on crée un jeu, on n'a pas un auteur. Déjà, on en a plusieurs. Parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de personnes qui contribuent à cette création. D'ailleurs, on n'en parle pas assez. J'en profite aussi pour dire en fait à quel point un jeu, c'est vraiment le résultat des efforts de plusieurs personnes dont on ne parle pas forcément qui, pour le coup, vont mettre peut-être ne serait-ce qu'un pour cent de leur temps, mais qui vont quand même contribuer à faire en sorte que ce jeu qui sort sur vos PC, il fonctionne bien. Donc déjà, j'aimerais vraiment mettre en avant toutes les personnes qui travaillent derrière, parce que c'est important, parce qu'elles ont toutes leur place et elles ont tout un rôle important à tenir aussi. Et deuxièmement, je dirais que il y a effectivement cette question du flou juridique, mais il y a aussi le fait que tout simplement, en tant qu'éditeur, en fait, quand on crée un jeu, on veut juste que ce soit une expérience qui fonctionne bien, que ça puisse nous rapporter des sous, mais aussi que ça puisse faire plaisir à nos publics. Sauf qu'on ne sait pas exactement comment s'adresser à nos publics. On ne sait pas non plus comment faire pour aller voir en fait ce qu'ils font de nos jeux. Donc déjà, il y a une méconnaissance en fait sur ces publics-là, parce que mine de rien, on peut pas juste se dire, ok, je vais aller chez les gens et je vais taper à leur porte et leur dire, alors qu'est-ce que vous pensez de mon jeu? Non, ce n'est pas possible. Donc on va avoir les avis des gens qui ont donné qui ont fait un commentaire sur le jeu sur les réseaux sociaux, par exemple, dans certaines communautés connues ou bien sur TikTok, etc. Mais on ne peut pas en fait avoir le regard de tout le monde. Donc je dirais que tout simplement, il y a déjà tout simplement ouais, une méconnaissance en fait des publics.
et que c'est pour ça qu'on a besoin de gens pour aller à leur rencontre. Ah, par contre, un point intéressant, c'est que lors des événements qui sont créés justement pour mettre en avant le jeu, il y a un effort qui est fait de plus en plus du côté des développeurs pour être présents sur place et pour justement rencontrer les gens. Donc, il y a cette volonté-là, déjà. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ce que je dis est totalement la situation de tout le monde? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que Non, c'est propre à beaucoup d'entreprises. Je bien pense que sûr. c'est aussi un prisme qui est très culturel. Et clairement, aujourd'hui en France, en tout cas, ça n'a pas fonctionné d'emblée comme ça, mais on a un intérêt clair pour les publics. On a un intérêt aussi à les séduire, à les fidéliser, et on essaie de mieux comprendre qui ils sont. Est-ce que ça répond à ta question? Ou est-ce que je l'ai contourné sans le vouloir? Ça répond à ma question et ça en suscite beaucoup d'autres parce que c'est pour le coup tout ce que tu dis est particulièrement intéressant. On aurait besoin de 20 ou 25 épisodes de Good Luck Have Fun parce qu'il y a vraiment une profondeur dans tes propos et dans le sujet que tu traites qui est particulièrement passionnante. Est-ce que tu as un sujet, Anna, que tu aimerais aborder en interview avant qu'on fasse le mot de fin? Est-ce que tu as quelque chose, un point peut-être qu'on n'a pas abordé ensemble et que toi dont tu aimerais parler aujourd'hui? Alors, moi, ce que j'aimerais dire déjà, c'est que justement, je suis très contente de pouvoir intervenir sur cette émission parce que je trouve que c'est important, en fait, de mettre en lumière aujourd'hui les profils du jeu vidéo qui ne sont pas des profils communs. Donc, je te remercie de faire ce travail-là, justement, et d'aller chercher des gens qui bossent dans le jeu mais qui n'ont pas justement le profil habituel, qui ne travaillent pas sur des sujets habituels. Donc, déjà, c'est le premier point. Deuxièmement, je dirais que j'encourage toutes les personnes qui veulent travailler dans le jeu à venir et justement à essayer de se faire une place parce qu'on a besoin de diversité, on a besoin de femmes, on a besoin de personnes qui n'ont pas fait une école de jeu, on a besoin de personnes qui justement sont passionnées, de personnes qui se disent moi je suis pas sûre d'avoir ma place mais j'ai envie de bosser dans le jeu, et ben venez, tentez votre chance, vous n'avez absolument rien à perdre. Donc voilà le message que j'aimerais faire passer, c'est vraiment d'encourager en fait chaque profil, chaque personne à venir, quel que soit son background, quelles que soient en fait les études qu'elle a pu faire. Je pense qu'elle a sa place, qu'elle a son mot à dire en fait et qu'elle peut intervenir. Et pour le coup, en plus si elle joue, et même si elle ne joue qu'à Candy Crush sur son téléphone portable, c'est pas grave, elle a aussi son mot à dire sur les jeux vidéo. Que les publics du jeu vidéo, c'est aussi ça. Ce sont les gens qui consomment le jeu vidéo sans y jouer, ce sont les gens qui en parlent, ce sont les gens qui juste sont au contact d'expériences ludiques. En fait, tout le monde a un rapport aux jeux vidéo, donc tout le monde a sa place. C'est Enfin, tu as mieux terminé l'émission que moi. Merci beaucoup Anna pour tout ce que tu as pu dire et tu as pu transmettre pendant cette émission. Ça dure toujours trop peu de temps évidemment, mais est-ce qu'il y a des réseaux, des endroits sur lesquels on peut te suivre pour justement te voir évoluer dans ta carrière à la fois de chercheuse, ta carrière professionnelle? Est-ce que tu aurais envie de les partager avec nous ce soir? C'est pas du tout une obligation, mais voilà, si tu le souhaites, est-ce qu'il y a des endroits à travers lesquels on va pouvoir rester en contact avec toi, les personnes dans le chat et moi-même, pour pouvoir justement te voir évoluer dans ton sujet de recherche, dans tes études? Oui, bien sûr. Alors déjà, je vous encourage à me suivre sur LinkedIn parce que c'est quand même la plateforme sur laquelle je parle le plus de mes conférences. Donc, en tant que chercheuse, je fais aussi des conférences, donc j'ai oublié de vous en Trop bien. parler, mais j'ai pu intervenir pour la BNF, j'ai pu intervenir aussi pour des bibliothèques et je prends toujours le même message. Mais je parle aussi de sujets très intéressants. Donc, venez me suivre sur LinkedIn. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter. Pour le coup, je ne partage pas encore beaucoup de contenu, mais ça viendra avec le temps. En revanche, sur LinkedIn, c'est une valeur sûre parce que déjà, si vous m'envoyez des messages, je vais vous répondre. Si vous avez besoin de conseils, vous avez envie de mieux connaître l'univers du jeu vidéo, je vais vous accorder du temps. Donc, je vous promets pas de vous aider à y entrer. C'est jamais simple. Par contre, si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre à poursuivre vos rêves, je le ferai sans hésiter. Donc, venez me suivre là-dessus et puis on discutera. Et si vous travaillez à Ubisoft, bah, n'hésitez pas, on prendra un café ensemble. Et ben écoute, je viens de Et partager. si vous faites, Pardon, je t'en prie, je si t'en vous prie. êtes étudiant aussi, alors pardon, je te coupe, mais si vous êtes étudiant aussi, n'hésitez pas parce que pour le coup, ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider sur tout simplement à rentrer dans le jeu. J'ai été à votre place, ça n'a pas été simple et je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, toutes les personnes qui m'ont encouragé et toutes celles qui m'ont accordé du temps parce que c'est aussi grâce à elles que je suis là aujourd'hui. Et c'est aussi grâce à tes talents et ta compétence et tout ce que tu as pu nous partager ce soir. Donc bravo à toi pour tout. J'ai partagé ton LinkedIn, n'hésitez pas du coup à ajouter Anna qui se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Anna qui en plus donne des cours au CELSA, donc elle sait ce que c'est que d'accompagner et d'aider, hein, parce qu'elle le dit trop peu, mais elle est quand même extrêmement compétente. Anna, merci beaucoup pour ce soir, merci beaucoup pour ta présence et Merci à toi. pour tout,
tout ce que tu as pu nous dire. C'était vraiment un plaisir de t'avoir et je ne doute pas qu'on te reverra probablement à un moment ou à un autre dans Good Luck Have Fun ou dans des émissions annexes parce que tu es extrêmement précise. Évidemment, ne partez pas, restez connectés parce que d'ici quelques minutes, on revient pour le post-show sur un format très différent, beaucoup plus tranquille avec Victor et Astrid, pardon. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, merci Anna, c'était vraiment absolument incroyable. Et puis Merci à toi. on se dit à très très vite pour discuter et je te laisse du coup passer une excellente soirée. Merci pour toi Anna. Merci beaucoup. Bonne soirée, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.
Tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé du coup un excellent moment avec Anna et moi-même pendant du coup Good Luck Have Fun. On se retrouve ce soir pour le post-show, toute nouvelle addition du coup de Good Luck Have Fun pour discuter JV avec deux personnes que vous connaissez déjà très bien si vous avez suivi normalement les premières itérations de l'émission, Victor et Astrid. Hello Victor, Astrid, comment est-ce que vous allez? Oui, bonjour, tu m'entends? Je t'entends très bien Victor, Mais ça me bon, fait tu super nous plaisir. entends ou pas? Je vous entends, c'est parfait. Euh, Ok. quelle intervention, quelle arrivée dans l'émission, dis donc. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Ouais, ça va, hein. Vous en Ouais, avez déjà. pensé quoi du coup de l'intervention Mais, d'Anna? hyper pertinent. Hyper fascinant. Elle parle super bien. Mieux que moi. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, l'objectif de cette Direct. petite discussion, c'est de discuter Actu JV, parce que évidemment, Victor et Astrid sont des experts et s'intéressent aux jeux vidéo. Victor, avant même de lancer cette émission, jouait à Baldur's Gate. D'ailleurs, regardez-le, il a eu du mal à s'arrêter. Mais on va, mais en tout cas, on va discuter ensemble un petit peu de tout ce qui s'est passé. C'est vraiment très chill et moi, ça me fait super plaisir de pouvoir accueillir Astrid et Victor avec moi du coup pour cet épisode. Nous ici, on va dire plein de C'est bêtises. un plaisir partagé, mais nous ne connaissons pas vraiment l'industrie du jeu vidéo. On est là, on va parler. On va tenter, tu vois. Ouais, mais c'est parfait, c'est ce qu'il faut. De toute façon, c'est l'objectif du post-show, c'est de tenter. Premier sujet, qu'est-ce que vous souhaiteriez aborder avec moi? Par quoi est-ce que vous voudrez commencer? Victor, tu joues à Baldur's Gate juste. Oui, j'adore Baldur's Gate. Ouais, C'est un super jeu. c'est quand même le deuxième meilleur lancement de l'année. Ben oui. Mais, Après Hogwarts Legacy, qui est premier, puisque ça va avant ouais, Baldur's. tu peux également nous partager ton avis sur Hogwarts Legacy. Oui, c'était probablement pas très bien. Je n'y ai pas joué, mais je pense que c'était nul. Voilà. C'est un jeu qui a gagné qui a gagné en popularité grâce. Alors, on entend l'écho, juste je vous préviens au cas où. C'est un jeu qui a gagné en popularité grâce notamment à la licence qui le suit, c'est-à-dire Harry Potter, j'imagine. Et ça, vous pouvez être d'accord avec moi. On a quand même une année 2023 qui est assez impressionnante en termes de jeux vidéo. Je sais pas si ce que vous en pensez. On est sur une année qui nous propose des jeux comme Hogwarts Legacy, Baldur's Gate. On a également d'autres jeux super intéressants. Donc, enfin, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? On a aussi un super jeu qui s'appelle Starfield. Oui, c'est vraiment pas bien non plus. Pourquoi? C'est moins bien que Disco Elysium, par exemple. Mais pour d'autres raisons, c'est qu'il n'était pas très buggé. Quand même, on a une année qui est très intéressante en termes de sortie, si je puis me permettre, parce que c'est la fin des décalages liés au Covid-19, cette maladie grave dont il faut peindre le spectre. Mais donc, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis qui Ouais. étaient prévus pour avant et qui sortent. Merci Victor pour cette information. Vraiment, sans toi, je sais pas si on aurait pu le deviner. Non, non, en vrai, c'est très intéressant ce que tu dis pour le coup. Et puis, en soi, comment dire, je suis assez d'accord pour dire qu'on se retrouve avec une année extrêmement chargée, notamment à cause du Covid, qui a décalé énormément de jeux depuis quelques années. On se retrouve également avec des jeux qui sont tous excellents, on va pas se mentir. Et pourtant, il y a des sentiments peut-être d'incomplétude pour certains. Je pense notamment à Starfield, pour celles et ceux qui l'ont vu. Selon vous, c'est quoi les principales raisons pour, j'irai pas jusqu'à dire cet échec, parce que c'est un grand succès commercial en tout cas, mais pour peut-être cette qualité de jeu. Oui, alors moi, j'y ai pas joué, Astrid non plus, donc on va avoir des avis très très pointus. Toutefois, bah, c'est un jeu Bethesda, et Bethesda, ils finissent plus leur jeu depuis au moins 2010, hein, parce qu'il faut se souvenir de Skyrim à sa sortie qui était buggé, ensuite les Fallout qui étaient buggés, ensuite Fallout 76 qui était carrément terrible, et donc, Apparemment, il est un peu mieux maintenant. Fallout 76, apparemment, après quelques patchs, ça vaut le coup. ah, peut-être, je sais pas. Moi, je ne donnerai pas de chance à ce jeu, j'ai pas le temps, parce que le temps est précieux. Mais donc, Starfield, bah, le problème aussi, c'est que, si j'ai bien compris, la formule, elle n'a pas évolué, et que bah, Skyrim, c'est sorti il y a 12 ans, Hmm. déjà, Donc le jeu et est que fait un peu bah, vieux, quoi. le jeu vidéo a évolué depuis, et peut-être que Skyrim a loupé le train, ou le vaisseau spatial. Bah oui, non, mais du coup, pour le coup, je te rejoins complètement. Bah, passons alors peut-être à Baldur's Gate 3, dont tu pourras nous parler un peu plus, parce que c'est le jeu qui a eu un grand grand succès cette année. Et qu'est-ce que toi tu en penses justement de Baldur's Gate?
Alors pour le coup, j'ai joué à Baldur's Gate, ce qui est pas mal parce que au moins je peux donner un avis sur quelque chose que je connais. Moi, je t'ai Un peu. regardé jouer. Ouais, j'y ai joué 20 heures. Ouais. J'ai pas fini la première zone, donc je pense avoir un avis éclairé. Euh, pour l'instant, ce qui est intéressant dans Baldur's Gate, c'est que c'est un RPG quand même assez niche qui a extrêmement bien fonctionné. Euh, Pourquoi? Parce que il y a eu un early access qui a duré 2 ans. Donc ça a Ouais. permis aux développeurs de peaufiner le jeu pendant 2 ans avec les retours des joueurs, mais aussi parce que c'est un jeu belge et que les Belges sont très forts en jeux vidéo. Merci pour cette précision et pour cette information. Pour le coup, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer à Baldur's Gate. Astrid, tu voulais dire quelque chose, pardon? Non, je voulais dire que tu disais niche, mais dans quel sens? Parce que pour moi, la Non, franchise a été quand même iconique de base dans le milieu du jeu vidéo. oui, dans le milieu du jeu vidéo, mais contrairement à Hogwarts Legacy par exemple, Oui, oui. moi ma maman, je pense pas qu'elle connaisse ni Donjons et Dragons ni Baldur's Gate. Après, c'était pas la volonté de l'Arian de toucher un public forcément plus large. Non, non, mais ça a extrêmement bien marché. Ouais. Oui, bah oui, du coup, ça a dépassé leurs espérances. Ça, c'est Mm. cool. Ouais, et d'ailleurs, justement, pour rebondir par rapport à ça, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus d'éditeurs, notamment des gros éditeurs, qui se dirigent vers des IP pour justement sécuriser leur investissement en jeu. Et c'est de plus en plus rare en fait, alors sauf les éditeurs comme Bethesda qui ont des IP qui sont construites depuis plusieurs dizaines d'années. Starfield, selon les promotions marketing, c'est un jeu qui est conçu depuis les débuts, enfin la fin des années 2010, ce qui est quand même assez impressionnant. On pense également du coup à Harry Potter qui est sorti en début d'année. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va se régulariser dans l'industrie du jeu vidéo, de voir de plus en plus de grosses licences avec des IP? Ce qui est sûr, c'est que c'est moins risqué de sortir avec une IP. Après, c'est mieux d'avoir sa propre IP parce que si jamais tu utilises l'IP de quelqu'un d'autre, il faut payer des royalties. Mm. Et ça, tu connais un petit Après, peu. Oui, ouais. c'est vrai, je connais. Après, je pense que aussi, ça fait partie de la grande vague transmédia aussi. De plus en plus je sais pas, même de grandes franchises de films veulent avoir leurs jeux vidéo. Pas forcément que des films d'ailleurs. Enfin, maintenant, on développe des IP qui ont pour vocation d'être développés sur plusieurs supports, quoi. Tu veux nous en C'est parler un vrai. peu plus peut-être Astrid justement de de ce que tu nous disais là justement, tu as parlé de transmédiation si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as envie de nous en parler en détail? Oui, je peux faire grosso modo, le transmédia, c'est le fait de développer une histoire qui pourra être suivie par les fans sur plusieurs supports différents. Et du coup, chaque support vient compléter celui d'une autre. Par exemple, l'exemple qui a le mieux marché pour l'instant, c'est Riot, qui a donc le jeu League of Legends et qui a développé la série Arcane, qui vient compléter le lore de Riot, et du coup qui a eu un succès phénoménal. Et tu as de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers la stratégie transmédia pour toucher le plus de personnes possible, notamment l'intelligence de Riot là-dessus, c'était d'intéresser des gens qui ne jouaient pas forcément à League of Legends en tapant sur bah, l'audience de Netflix, quoi. Mm. Et puis Riot, ils ont aussi fait d'autres jeux dans l'univers de League of Legends qui sont pas League of Legends. Exactement. Ils ont même un groupe de musique qui s'appelle KDA, que Ouais, je ne connais pas. le premier groupe de K-pop virtuel au monde. Et c'est extrêmement intéressant que vous précisiez ça en fait justement parce que alors en tout cas ça c'est mon opinion personnelle, mais déjà pour celles et ceux qui étaient présentes lors des LEC Finals la semaine dernière, on a pu voir qu'il y avait du coup un crossover entre le groupe Arcane avec la présence aussi du studio Fortiche, le studio français, et évidemment la scène e-sport, ce qui nous montre bien qu'il y a du coup un rapprochement, et c'est là où je trouve ton propos extrêmement intéressant Astrid. Mais également en fait aujourd'hui les stratégies transmédia, c'est des stratégies qui sont employées par de plus en plus de marques en fait pour essayer vraiment de venir toucher un public très large, et pour justement aussi s'assurer des revenus récurrents, ce qui n'est pas possible quand on fait des jeux très niches ou très spécialisés. Je profite justement de ton intervention Astrid peut-être pour te poser la question, est-ce que tu aimerais aborder un sujet spécifique ce soir avec nous parler un petit peu de tes connaissances actu JV, parce qu'on aimerait évidemment tous ici t'entendre à ce sujet. Moi, j'ai une super vidéo à mettre en valeur. Mais alors, c'est pas directement du jeu vidéo, mais je pense que j'ai le droit parce que
C'est une vidéo sur un jeu vidéo qui a été publiée il y a un mois, donc on tombe quand même dans l'actu JV. C'est homologué ou pas? C'est parfait, tu peux y aller. Ok. Alors, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube qui s'appelle Feldup, qui est donc un youtubeur qui explore énormément en fait tout l'aspect glauque d'Internet, du Darknet, etc. Et il a publié il y a un peu moins d'un mois une vidéo d'1 heure qui est absolument phénoménale, qui explore un mode de Doom qui a été publié en mars 2023, donc de cette année, et qui a littéralement cassé Internet. Enfin, quand je dis cassé Internet, qui a cassé la communauté Doom, on va dire surtout. Que je recommande à tout le monde de regarder ici parce que c'est hyper intéressant. Et justement, je trouvais ça intéressant parce que ça rebondit sur ce que disait Anna, dans le truc où tu as beaucoup de fans de jeux vidéo qui se réapproprient l'univers pour créer quelque chose de nouveau. Bah là, c'est exactement ça. Et je vais pas spoiler, mais en gros, Feldup explique que ce mec a lâché un mode en disant que en fait il avait un de ses amis qui était mort et du coup il voulait lui rendre hommage en recréant sa maison sur Doom. Et en gros le mode peut se terminer en 10 minutes normalement. Sauf que c'est bizarre parce que quand tu regardes la taille du fichier, elle est quasiment 5 fois plus lourde que le jeu Doom en lui-même. C'est un peu bizarre. Et donc, il y a plein de choses un peu étranges qui se passent pendant le jeu. Et le mec crée une putain d'histoire limite un peu méta, qui en fait est inspirée d'un bouquin. Mais je vais pas donner son nom, sinon ça spoil. Et je à tout le monde de regarder parce que c'est assez impressionnant ce que le mec a réussi à créer. Moi-même qui ne joue pas du tout à Doom et qui ne connais pas du tout le jeu. Ah non, pour le coup, ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant, Astrid. Et enfin, du coup, je vous invite tous à aller voir la vidéo à regarder. Donc, c'est la vidéo de Feldup et ça vaut énormément le coup selon Astrid. Je te laisse reprendre la parole si tu veux. myhouse.wad. Le nom, en gros, c'est la dernière vidéo qui a été publiée sur sa chaîne, donc de toute façon, on ne peut pas la rater. Et honnêtement, ça dure 1 heure, mais franchement, c'est tranquille. Après, si vous avez un peu peur de manière générale, je vous conseille pas de regarder ça à 3 heures du mat tout seul dans ce que j'ai fait. Mais en vrai, ça passe. Bah, trop cool, bah, je pense que même moi je vais aller la voir parce que du coup je connaissais pas du tout. Autre petit sujet qu'on aimerait aborder ce soir tranquillement, bah, arrêtez-moi si vous voulez discuter de Feldup entre vous, mais je pense que c'est quand même un gros sujet puisqu'il est sorti récemment donc on a tous très peu d'informations, mais c'est le sujet Unity. Peut-être que l'un d'entre vous voudrait interagir et rebondir sur ce que je viens de dire. Oui, bien sûr, car j'adore l'argent et la finance, car je travaille moi-même dans le monde de l'argent et la finance, dans le jeu vidéo. Unity, donc c'est un moteur de jeux vidéo, comme par exemple Unreal Engine 5, mais c'est un autre moteur qui est beaucoup utilisé pour les jeux indés, les jeux mobiles, les jeux pourris, genre les jeux hyper casual, mais voilà, faut pas taper sur les gens, mais quand même. Et, On peut taper sur les hyper casual. mais le moteur avait un modèle économique normal, j'imagine. Donc je pense qu'à l'époque, il était gratuit et qu'au bout d'un certain revenu, il devenait payant et on devait reverser des royalties à Unity. Et ils ont décidé de changer ce modèle par un nouveau modèle bizarre où il faut une fois que tu as dépassé un certain chiffre d'affaires, payer des royalties à Unity sur le nombre d'installations du jeu, où il y a le moteur de Unity dedans, et pas au nombre de ventes. Donc ça fait que si jamais je suis malveillant et que je déteste les jeux hyper casual, je peux télécharger 1000 fois dans la même journée le jeu hyper casual, le désinstaller, le réinstaller, et l'entreprise qui fait ce jeu va donc payer plein de royalties à Unity alors qu'il ne touche pas d'argent et donc probablement faire faillite. C'est pourquoi il ne faut pas le faire, sauf si vous n'aimez pas les jeux hyper casual. Et ça fait grand bruit parce que c'est rétroactif. Donc si moi je suis un petit développeur indé, que j'ai fait mon jeu il y a 10 ans et que j'en ai vendu 5000 copies parce que la plupart des développeurs indés ils vendent pas beaucoup de jeux et que les gens décident tous de réinstaller en masse mon jeu pour une raison qui m'échappe,
eh bien, je vais payer plein de royalties à Unity alors que je ne touche plus d'argent depuis longtemps parce que mon jeu est passé dans les oubliettes. Voilà, tout à fait. Et puis c'est dangereux parce que ça fait aussi que si jamais je veux faire une petite mise à jour gratuite pour mon jeu pour rajouter un peu de contenu et que bah, les joueurs ils disent ah trop bien du nouveau contenu, je vais télécharger le jeu, et bah tu sais que tu vas payer de l'argent alors que il y a peu de chances que les gens achètent ton jeu, il y a peut-être juste des gens qui vont aller télécharger ton jeu pour voir ce que tu as rajouté. Donc c'est la cata et c'est pas très sympa de faire des trucs comme ça parce que les développeurs sont captifs Mais pendant même hyper longtemps. ouais, du coup, les studios indés, c'est une cata pour eux. C'est Absolument. c'est une cata pour les studios indés, mais c'est également aussi assez problématique parce que notamment dans les règles de cette nouvelle mise à jour Unity sur les moyens de paiement, c'est qu'en fait les jeux piratés également feront partie du décompte justement pour payer des royalties à Unity, ce qui veut dire que demain un pirate va pouvoir installer un jeu et c'est expliqué dans la FAQ, hein, va pouvoir pirater un jeu, installer un jeu et le développeur de ce dit jeu devra payer un certain pourcentage de ses revenus à Unity, ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes, d'autant plus que, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est à partir de 200 000 dollars en fait que du coup s'active ce paiement supplémentaire. 200 000 dollars c'est très peu, ce qui veut dire que ça va toucher des petits studios qui aujourd'hui n'ont pas les moyens, comme l'a dit Victor et comme l'a précisé Astrid, bah, tout simplement de payer en fait Unity pour ces sommes-là. Qu'est-ce que vous pensez que ça va changer aujourd'hui vous dans... Alors est-ce que la décision déjà vous pensez qu'il va y avoir un rétropédalage ou est-ce que, au contraire, vous pensez que ça va complètement changer la dynamique de la façon dont on développe les jeux et des moteurs de recherche aussi? Je suis pas sûr qu'il y ait de rétropédalage parce que Unity, si tu regardes un petit peu les chiffres, ça marche plus très très bien, enfin plus aussi bien qu'avant. Ils ont racheté un petit studio de mocap ou de cinéma, je sais plus, pour une raison un peu obscure. Et l'action, elle a quand même vachement dévissé depuis quelques années. Donc, je pense qu'ils cherchent à gagner plein d'argent. Euh, donc je suis pas sûr qu'il y ait un rétropédalage. Et ce que ça va changer, bah, ça va changer que il y a peut-être plein de studios qui vont être mal barrés et que tout le monde va passer sur Unreal. Parce que Unreal, c'est gratuit jusqu'à un certain pourcentage Mhm. enfin, un certain chiffre d'affaires. Ça m'étonnerait quand même qu'ils soient à l'origine d'une nouvelle manière de développer pour le coup. Par manière de développer, je t'entendais principalement, voilà, je pense que c'est le gros passage à Unreal qui va tout changer. Je vois Johan qui nous demande dans le chat, est-ce que du coup légalement c'est autorisé de faire ça en Europe? Et est-ce que, ouais, du coup, est-ce que la rétroactivité en termes de droit français est autorisée et légale? Ça, je ne saurais pas te répondre. Je pense que Astrid et Victor non plus, malheureusement, on n'est pas suffisamment compétents. Mais puisque du coup ça a été annoncé, j'imagine quand même qu'ils ont des équipes légales compétentes chez Unity malgré tout et que donc du coup c'est tout à fait possible. Après, est-ce qu'il y aura des problèmes et des suites judiciaires? C'est aussi une possibilité. Aujourd'hui, il faut savoir que cette décision va rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Donc il y a beaucoup de studios déjà qui s'en alors n'amusent avec de gros guillemets en fait, hein, mais qui du coup indiquent demandent aux joueurs de ne plus installer leur jeu à partir de 2024 ou encore justement s'inquiètent de ce qui pourrait arriver à l'horizon de cette date qui sera une date butoir je pense à la fois pour Unity et pour beaucoup de développeurs indépendants. Je sais... Vas-y, je t'en prie Ça Victor. m'étonne vraiment que ça Non, serve non, quand même. bah, je me dis que si jamais ils le font, c'est qu'ils en ont effectivement regardé. Ouais. Euh, non, mais ce qui est terrible aussi, c'est que bah, tous les studios qui sont en train de développer leur jeu, bah, ils vont pas reprendre leur développement de zéro non plus. Donc, Mm. bah, il y a plein de développeurs qui doivent sans doute refaire plein d'Excel pour recalculer la rentabilité de leur projet. Et Mm. je soutiens toutes ces personnes. Bah, pour le coup, en fait, petite information quand même assez intéressante, les créateurs de Among Us, donc Inner Slot, ont fait un tweet donc du coup dans la journée en précisant notamment que eux ne seraient pas impactés par cette mesure, mais qui quand même ils apportaient tout de même leur soutien à tous les autres développeurs, ce qui veut dire, je pense, qu'à partir d'un certain seuil de rentabilité, en fait, les éditeurs ont la possibilité de renégocier avec des contrats très spécifiques. Donc j'imagine qu'en fait cette mesure-là va pas venir targeter les gros studios de jeux vidéo, les gros éditeurs ou ceux qui sont déjà bien installés, mais plutôt en fait tous les petits projets, les petits et moyens projets en fait dans le jeu vidéo, ce qui est quand même plutôt dommage parce que Unity à la base c'était justement de par sa facilité que le moteur avait été connu. Aujourd'hui on se retrouve à devoir le fuir. Ça fait déjà quelques temps que le moteur était compliqué, il y a beaucoup de développeurs qui en parlent. Je vous invite à taper enfin hashtag Unity sur Twitter et vous allez voir beaucoup d'informations à ce sujet. En tout cas voilà, pour résumer ce que vient de dire très clairement Victor et ce qu'a pu nous dire également Astrid,
à partir du 1er janvier 2024 et de façon rétroactive, Unity aura donc le droit de vous demander par installation un pourcentage justement sur donc les ventes que vous avez pu faire et les installations que vous avez pu faire. Et ce pourcentage, évidemment, il s'activera à partir de 200 000 dollars de chiffre d'affaires, ce qui est très peu pour beaucoup de jeux, ce qui peut être beaucoup pour certains, notamment mon émission Good Luck Have Fun avec 23 abonnés. Mais en tout cas pour beaucoup d'éditeurs petits et moyens, évidemment, c'est une catastrophe qui devrait en fait créer une vague sismique dans l'industrie. Et comme l'a précisé Kaito dans le chat, je pense qu'il y aura beaucoup de batailles légales d'ici là. Astrid, Victor, peut-être est-ce que vous auriez un autre sujet à aborder ce soir, une envie particulière? Mais oui, parlons donc de la Switch 2. Switch 2 à votre Parce avis que quand? 2025, 2027? bah, justement, c'est pas la première fois qu'on entend parler de la Switch 2, mais c'est la première fois qu'on entend parler de la Switch 2 pour une bonne raison. Et ça, c'est super. Visiblement, Nintendo a montré à des développeurs à quoi ressemblerait la Switch 2. Et visiblement, on peut faire tourner des jeux hyper gourmands sur la Switch 2 sans problème. Et donc, ça permettra peut-être à Zelda Tears of the Kingdom d'être jouable. Donc, c'est bien. Oula, tu vas Voilà. t'attirer les foudres de certaines personnes, je pense. Oui, et j'en profite pour parler d'un truc qui a pas grand-chose à voir, mais quand même beaucoup. C'est que Apple a dévoilé son nouveau téléphone portable Pro et qu'on pourra jouer à des jeux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On pourra jouer à des jeux très gourmands sur ce téléphone portable, tels que le remake de Resident Evil 4 ou Assassin's Creed Mirage. Donc, l'avenir du jeu vidéo nomade est radieux. C'est génial. Alors pour le coup, parlons un peu du jeu nomade, parce que est-ce que vous pensez sincèrement que malgré la puissance, et pourtant Dieu sait que j'apprécie beaucoup les produits Apple, mais on peut avoir toute la puissance du monde quand les contrôles restent des contrôles tactiles, pour jouer à des jeux narratifs, des jeux compétitifs, etc., ça reste compliqué. Qu'en pensez-vous? Des jeux narratifs, non, parce qu'on fait rien. On clique 3 fois. Enfin, moi, C'est j'ai vrai. regardé pendant 30 fois ton live et tu parles beaucoup. Et je pense que pour jouer et parler autant, il faut sans doute pas avoir à fournir beaucoup d'efforts Mais en t'achètes termes une manette. d'input. Après, il paraît qu'on peut acheter une manette, effectivement, et tu mets ton portable dessus. Pourquoi pas? Moi, ce que j'attends, c'est Elon Musk qui a quand même, qui est en train de créer une technologie pour mettre des puces dans ton cerveau et ensuite tu contrôles par la pensée. Moi, je pense que c'est là que le jeu vidéo nomade sera à son Surtout, pinacle. l'info la plus importante pour iPhone, c'est qu'il fait 1 gramme de moins que le précédent. Oui, le dernier iPhone fait 121 grammes, C'est alors que l'iPhone précédent fait 122 grammes, je crois. Si j'ai bien. Ce qui, mais ce qui est une information extrêmement importante à communiquer sur ce stream. Et par ailleurs, quand on voit l'état de X, anciennement Twitter, et comme vous pouvez le voir quand vous voyez passer mes logos, je n'accepte pas le changement parce que je le trouve catastrophique. Je pense que pour les puces dans le cerveau, il faudra attendre et s'accrocher un petit peu. Surtout si vous souhaitez jouer à des jeux narratifs, c'est surtout votre vie qui risque d'être compliquée à ce moment-là. Oui, certes. c'est vrai. En tout cas, voilà quand même pour les principales actualités, je pense, jeux vidéo. On a fait le tour, on a quand même pu voir Unity notamment, donc ce changement dans leurs règles et dans leur façon de se rémunérer, qui va grandement impacter notamment les décisions des petits et moyens développeurs d'utiliser ce moteur graphique, tout simplement pour construire et créer leurs jeux. On a également discuté rapidement de Baldur's Gate 3, qui est un excellent jeu d'ailleurs, si vous ne le savez pas, ce soir et depuis 3 jours maintenant, il y a l'événement Save and Sound sur Steam qui vous propose ce genre de contenu. Il y a énormément de contenu streamé autour de la musique dans le jeu vidéo. Allez voir, c'est particulièrement intéressant et vous pouvez voir une catégorie spécifique sur Steam. Il y a aussi des promos. Je suis pas sûr que BGE 3 soit en promo directement, mais ça vaut le coup d'aller voir tout de même. Et enfin, on a aussi discuté du poids de l'iPhone qui fait 1 gramme de moins que l'iPhone précédent. C'est une information tout à fait impressionnante et sur laquelle il nous faudra revenir pendant probablement beaucoup d'heures. Astrid, Victor, est-ce que vous avez peut-être un petit dernier mot, quelque chose à nous partager ou pas? N'hésitez pas à acheter Disco Elysium. C'est un jeu estonien qui est vraiment très bien. En ce moment, il est en solde. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir pour 13 euros. 13 euros, qu'est-ce que c'est? C'est moins que, par exemple, un plat de nouilles froides avec du bœuf dessus. J'ai mangé ça ce soir et ça m'a coûté plus cher que Disco Elysium. Euh, oui, allez-y, c'est sur Steam, sur le PlayStation Store. Il y a même sur la Switch. Vous pouvez l'acheter sur GOG également. J'avais dit par exemple à Astrid, joue à ce jeu et elle y a joué et elle a beaucoup aimé. As-tu quelque chose à dire sur Disco Elysium? Ouais, c'est que j'ai passé genre
vraiment 20 heures, je pense, d'affilée dessus, et sans manger, sans dormir. C'est trop bien. Et voilà. Non, mais en vrai, c'est Enfin, j'ai failli faire une dépression, hein. Faites attention à votre santé tout de C'était même. santé mentale. non, en tout cas, c'est un excellent jeu. Merci d'ailleurs pour de nous prévenir par rapport à la santé mentale, c'est extrêmement important. Et ce sera peut-être le sujet, ça a déjà été le sujet de Good Luck Have pour le coup, et de façon très sérieuse là. Et ça le sera peut-être à nouveau parce que c'est des sujets qui sont extrêmement importants, surtout post-Covid. Donc merci pour ce petit rappel. On a Tibbs dans le chat qui nous dit AC Mirage, c'est un jeu nomade parce que rapport au désert, tout ça, tout ça. Victor, est-ce que tu veux faire un dernier commentaire par rapport à ce message? J'ai peur de faire une mauvaise blague et de terminer sur une mauvaise blague, donc je m'abstiendrai de tout commentaire. Enfin, c'est très sage de ta part. Merci Victor pour cette sagesse qui nous inspire tous. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, mais également de me suivre. Et merci pour votre présence, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à Anna qui est intervenue pendant près d'une heure et qui nous a discuté, qui nous a parlé de son parcours pro et perso. Ça fait extrêmement chaud au cœur. Évidemment, un gros cœur sur Victor et Astrid qui nous accompagnent. Avec Victor et Astrid, on est en train de construire ce post-show qui évoluera peut-être en émission. En tout cas, on a plein de choses prévues pour vous. Donc merci beaucoup à eux. Est-ce que vous voulez dire un petit dernier mot de la fin, un big up, une dédicace? Allez-y, c'est maintenant. Oui, je dois faire une dédicace au Pasta Gang, qui est un gang de gens du pasta. Ils se reconnaîtront. Moi aussi, du coup. Bah, du coup, évidemment, on fait tous la grosse dédicace au Pasta Gang. Merci pour tout, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. On vous laisse, on va aller se reposer en tout cas. On espère que ça vous a plu. Et sachez que Good Luck Phone sera de retour très très vite. Donc restez connectés, suivez-moi sur les réseaux LinkedIn, Twitter, mais également Instagram depuis quelques temps. Et sur Twitch si cela, si cela vous intéresse tout simplement. Et moi sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup à Victor, merci beaucoup à Astrid. Et on se dit à très très vite tout le monde pour de nouvelles aventures. Passez une excellente soirée. Au revoir, ciao ciao.